Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire, ce soir dédié à la session des officines et leurs enjeux patrimoniaux. Nadège Kenville, je suis expert vie nationale au sein de la compagnie La Médicale, qui a pour vocation, comme vous le savez, de proposer à nos clients professionnels de santé depuis bientôt 80 ans des mises en relation avec tous les experts du secteur de la santé et de l'assurance afin de proposer les meilleurs produits et solutions à nos clients. C'est dans ce cadre que ce soir, nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle conférence animée par nos partenaires et avocats, Maître Lacouture et Isa Houtan, à qui je cède la parole. Merci beaucoup Nadège. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce webinaire organisé par la Médicale que nous remercions chaleureusement. Donc je m'appelle François Lacouture, je suis avocat au barreau de Paris. J'interviens avec mon confrère Bilal qui va se présenter juste après, essentiellement auprès des professionnels de santé, dont notamment les pharmaciens. Moi je m'occupe essentiellement de la partie contractuelle, la partie structure. Et Bilal, je te laisse présenter un petit peu ta particularité par rapport à moi. Oui, bonjour à tous. Bilal Zaoutan, du coup, avocat au barreau de Montpellier. Alors, moi, j'interviens du coup en complémentarité avec François sur la matière plutôt fiscale et en droit des sociétés, mais également sur les cotisations sociales, les prélèvements sociaux, enfin, tout cela. Voilà. Alors ce soir, on va vous parler d'un sujet qui est crucial dans la vie, dans votre vie de pharmacien. C'est la session de votre officine. C'est un sujet qu'on peut aborder sous l'angle juridique, sous l'angle fiscal. Par exemple, sous l'angle juridique, c'est comment on va céder l'officine, quels documents il faut réunir, quelles autorisations il faut obtenir, quels risques anticiper. Mais il y a aussi un angle fiscal. Comment, comment est imposé le prix de cession qu'on va percevoir? Est-ce que, il y a des exonérations auxquelles vous pourriez prétendre? Comment préparer suffisamment en amont l'opération? Et il y a évidemment un angle patrimonial qui est absolument essentiel pour le pharmacien cédant parce que la cession de l'officine, c'est le moment où en fait le fruit de votre travail, des décennies de travail, vont se muer en un capital que vous allez percevoir, qu'il faudra ensuite protéger, organiser, réemployer, transmettre. Voilà. Et c'est précisément pour ça, pour cet aspect aussi patrimonial, que il était intéressant d'organiser ce webinaire avec la médicale, puisqu'il faut absolument encadrer, anticiper cet aspect patrimonial. Alors, notre rôle ce soir en tant qu'avocat avec Bilal, ça ne va pas être de vous noyer dans des articles de code et dans du juridisme à l'extrême, ça va être de se concentrer sur les étapes essentielles d'une session d'officine, comment elle s'opère, comment ça se passe juridiquement, qu'est-ce qu'il faut anticiper, quels documents il faut avoir en tête, et aussi faire un lien avec la fiscalité, comment on anticipe ça. Notre message principal est que c'est une opération, alors on va un peu prêcher pour notre paroisse, mais c'est une opération hautement juridique pour le coup, avec un fort enjeu juridique et fiscal. Il faut absolument l'anticiper et aussi bien la comprendre. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas comme ça au fil de l'eau. Il faut vraiment préparer son projet de session. Il faut l'anticiper comme ça. Alors, donc, on a un petit peu évoqué les objectifs de ce webinar. Euh, on va évidemment vous rappeler quel est le cadre juridique et réglementaire dans les grandes lignes. Malheureusement, ce soir, on ne pourra pas faire quelque chose qui soit applicable à toutes les situations. Il va falloir, le format aussi implique de se concentrer sur les aspects structurants de cette opération sur le plan juridique. On va aussi voir les grandes étapes de l'opération. Les 5 grandes étapes, on va dire. Il y en a beaucoup en fait. Il y a beaucoup d'étapes avec chacune des délais, mais on a essayé voilà, de réunir ça en étapes clés. On va aussi voir, et ça c'est très important à comprendre, c'est peut-être la partie la plus technique avec la fiscalité, c'est les différents modes de cession, parce que dans le langage courant, on parle de cession d'officine, mais en réalité c'est un petit peu plus complexe, il y a différentes modalités, et on verra que très vite, euh, on va avoir besoin de schémas, parce qu'il y a plusieurs structures, plusieurs sociétés, parfois des holdings,
parfois non. Donc il faut anticiper ça. On va voir les points de vigilance évidemment, et puis surtout les enjeux patrimoniaux pour ensuite arriver aux enjeux, les enjeux fiscaux pour ensuite arriver aux enjeux patrimoniaux. Alors il y a un autre point qu'il faudra un petit peu aborder. Alors ce dernier point mériterait aussi un webinaire tout entier. C'est les méthodes de valorisation d'une officine, puisque c'est ces méthodes qui déterminent le prix. On va essayer de vous donner ce soir quelques clés. Alors, donc la cession d'une officine, ça s'inscrit dans un cadre juridique et réglementaire, puisque c'est une officine, c'est absolument pas pareil que céder un commerce classique. Il y a tout un tas de strates, tout un tas de règles qui vont s'appliquer. On a les règles qui relèvent des opérations de cession classiques. On a aussi les règles relatives à la cession du fonds de commerce ou à la cession des titres de société. On va voir ça un peu plus en détail. Fonds de commerce et titres de société, quelle différence? Et puis, on a une strate de formalités en plus et de règles ordinales en plus qui tiennent au fait que c'est une activité réglementée. Il y a aussi des règles fiscales qui s'appliquent, puisqu'il y a des exonérations, mais également des plus-values à anticiper et des droits d'enregistrement qui sont perçus, qui sont à payer euh, quand on cède une officine. Donc là encore, on va essayer de ne pas vous submerger de règles et de dispositions. On va sélectionner le principal pour en fait attirer votre attention sur le fait que on ne se dit pas, on verra le moment venu comment on anticipe une session d'officine. Il faut en réalité avoir déjà tout ça en tête pour ne serait-ce qu'anticiper le temps que ça prend de céder une officine. Alors, on a résumé ici sur une slide qui est peut-être un peu longue, mais on va la descendre ensemble, les principales étapes juridiques d'une cession. Il y en a 5. Tout d'abord, il faut définir votre projet, évidemment. Et là, j'en reviens à ce que je mentionnais juste avant. Il faut déterminer si on va céder le fonds de commerce ou les titres de la structure d'exploitation. Mais ça, je vais le détailler un peu après. Cette étape, en fait, de définition du projet, elle peut être négligée alors qu'elle est essentielle. C'est cette étape qui va structurer tout le reste de l'opération, les délais, les étapes à faire, la documentation à remplir. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur cette étape. Il faut aussi déterminer à ce moment-là si on cède de façon partielle ou progressive c'est son officine ou pas. Anticiper un calendrier de cession, notamment en cas de départ à la retraite. Donc cette étape, elle est essentielle. Il y a aussi la question de l'audit, puisque l'acquéreur va souhaiter évidemment auditer ce qu'il achète, auditer juridiquement, financièrement, mais aussi sur le plan fiscal et social la structure, euh, voir s'il y a des contentieux en cours, par exemple des contentieux avec les salariés, voir s'il y a des dettes, euh, voir la consistance en fait de ce qu'il achète. Ce qui va permettre aussi de définir un prix. C'est la négociation procède souvent d'un audit. Et donc voir la négociation va suivre l'audit et c'est en fonction des résultats de l'audit aussi que on va déterminer un prix. Puis quand on s'est mis en fait sur les termes, on s'est mis d'accord sur un embryon de termes pour l'opération, on va négocier le protocole d'accord. Alors on peut dire protocole, il y a d'autres termes. C'est pas, il n'y a pas une définition fixe pour cet acte. C'est en fait l'étape où on va mettre par écrit les conditions essentielles de l'opération. Et notamment, extrêmement important, on va aborder ici les conditions suspensives, c'est-à-dire les conditions qui suspendent la- l'effectivité de l'opération. Par exemple, on va conditionner l'opération à l'obtention d'un financement. Voilà. Euh, donc cette étape de négociation du protocole d'accord, elle est aussi, alors elle est pour le coup, elle est très juridique puisque on met par écrit les conditions, on va négocier ligne par ligne, on va peut-être faire varier le prix en fonction de ce qu'on demande, ce qui est demandé. Voilà, c'est vraiment une étape, c'est déjà le début de la matérialisation juridique de cette opération. Euh, et après, alors on a fait un très gros raccourci puisqu'en fait, normalement, on rentre dans la phase où on purge
toutes les conditions suspensives qu'on avait prévues, tous les détails qu'on avait prévus, l'obtention des autorisations, etc., etc., etc. Une fois qu'on a purgé tout ça, ce qui prend déjà quand même du temps, on arrive à la signature de l'acte définitif, la réitération de ce qu'on avait déjà dit dans le protocole d'accord, ce qui va venir entériner au moins avec l'acquéreur l'opération et organiser le transfert effectif des titres. Et, euh, et une fois qu'on a fait ça, il faut maintenant l'entériner, l'officialiser à l'égard du reste du monde, si je puis dire, en accomplissant les formalités requises, publicité légale, formalité fiscale, formalité auprès du greffe, de l'ordre, etc. Voilà. Rien que comme ça, avec je reviens sur la slide juste avant, avec ces 5 étapes, on voit déjà que c'est en fait une opération qui s'étale, qui n'est pas instantanée. On n'écrit pas tout de suite un contrat, on n'écrit pas tout de suite un acte. Il y a de la négociation. Il y a un côté très pratique aussi d'obtention du financement, de réalisation d'un inventaire essentiellement. Voilà, il y a plusieurs étapes. Mais pour ce qui nous concerne, sur le plan juridique et fiscal, voici comment ça se passe dans les grandes lignes. Chaque situation est différente, évidemment. Il a aussi été nécessaire de sélectionner, de choisir, de dire quelque chose qui soit un petit peu le dénominateur commun de toutes les situations. Il y a des cas particuliers où des étapes viennent s'ajouter, mais vous avez un aperçu général. Maintenant, on va rentrer dans la, la- un peu la finesse juridique, puisque il faut déterminer les modalités de cession de la structure, pardon, de l'officine. Vous avez deux, 2,5 possibilités, si je puis dire, deux grandes possibilités et une version alternative aussi. La première, c'est de céder le fonds exploité par la structure d'exploitation. Alors, c'est les mots en droit ont un sens. En fait, quand vous avez une structure, par exemple une société pour exploiter votre pharmacie, eh bien juridiquement, votre structure, elle exploite un fonds, le fonds de la pharmacie. Fonds avec un S, ça vient du latin la richesse, c'est une richesse. Eh bien, une première modalité pour céder votre officine, c'est que votre structure d'exploitation, ici à droite, qui exploite le fonds de votre pharmacie, ici en bas, le cède ce fonds à la structure d'exploitation que l'acquéreur aurait constituée. C'est une première modalité. Donc, en fait, si je devais faire une explication en négatif, dans cette première possibilité, vous ne cédez pas à votre société, vous cédez ce que votre société exploite. C'est la raison pour laquelle vous avez cette flèche qui va de la structure d'exploitation, la vôtre à droite de cédant, à la structure d'exploitation de l'acquéreur qui se situe à gauche. Alors pour ce faire, l'acquéreur, il doit solliciter, obtenir un financement, et c'est la raison pour laquelle la banque pointe vers sa structure d'exploitation. Et évidemment, en contrepartie de cette cession du fonds d'exploitation, votre structure perçoit une somme, le prix. C'est une première modalité. Alors évidemment, cette somme, il faut ensuite la traiter au sein de la société, mais c'est ça la première modalité. On va voir les différences après. Une deuxième possibilité, c'est de ne pas céder cette fois. Bilal, tu veux intervenir? Non, non, je te laisse dérouler Parfait. cette slide, Une, je terminerai après. une deuxième possibilité, c'est de ne pas céder votre fonds, ne pas céder le fonds d'exploitation exploité par votre structure, par votre société, mais de céder directement votre société. C'est-à-dire que vous allez en fait céder vous-même les titres que vous avez dans votre société, dans donc vos actions ou vos parts, ça dépend de la structure, à la structure que l'acquéreur a mis en place pour ce faire. Donc l'acquéreur, en pratique, il va par exemple se créer une holding, et cette holding va vous acheter les titres que vous avez dans la structure d'exploitation. Le fonds, on n'y a pas touché. Il reste exploité par votre structure d'exploitation, mais vous avez vendu l'ensemble à la holding de l'acquéreur. Alors en contrepartie, vous touchez un prix qui est cette fois le prix de vos titres de la structure d'exploitation. Alors, ce schéma-là que François explique, c'est le schéma qu'on retrouve de plus en plus dans les sessions d'officine. On a de plus en plus d'acquéreurs qui constituent directement leur holding pour des raisons fiscales et patrimoniales et qui font supporter l'emprunt bancaire
Et du coup, cette holding va venir racheter directement la structure d'exploitation et ça a des incidences fiscales et pour vous, du coup, et également pour l'acquéreur qui achète du coup via sa holding. On le verra après. Alors, une petite variante, effectivement, à ça, à ce schéma où vous cédez votre structure d'exploitation, vos titres de la structure d'exploitation, c'est le cas où vous cédez un plus grand ensemble que simplement votre structure d'exploitation. Cette fois, vous pouvez céder vos titres de la holding qui détient la structure d'exploitation, qui exploite le fonds de la pharmacie. En fait, on cède la tête de votre groupe. Donc concrètement, vous avez compris, vous cédez les titres de votre holding, par social ou action, à la holding de l'acquéreur contre la remise de fonds. Donc pour synthétiser, pour juste résumer, on a donc 2,5 possibilités. La première, c'est des grandes possibilités. Il y a évidemment des variations selon les cas. La première, vous cédez euh, le fonds qui est exploité par votre structure d'exploitation, mais vous ne cédez pas votre structure d'exploitation. La deuxième, vous cédez les titres de votre structure d'exploitation à la holding de l'acquéreur. Et la troisième, euh, en fait, qui est une variante de la deuxième, c'est vous céder les titres de la holding, Non, de la structure euh, d'exploitation de, l- détenue par une holding. voilà, voilà, pour être exact. Alors, on a donc, vous l'avez vu, deux grandes modalités, cession de fonds de commerce et cession de titres. Je vais juste, pour détailler un petit peu les incidences que ça, je vais revenir sur ça. Donc, quand on cède le fonds, de la pharmacie, on ne va donc pas céder la structure, on va céder la patientèle, la clientèle, le droit au bail, le matériel et les équipements, les stocks, les contrats de travail, etc. Tout ce qui est nécessaire à l'exploitation. Euh, il y a une conséquence qui est que vous avez des droits d'enregistrement qui s'appliquent à la cession de ce fonds. Vous avez aussi des formalités assez particulières sur le plan légal. Et vous avez un traitement fiscal particulier de la plus-value que vous faites à cette occasion, que je laisserai Bilal vous expliquer. Euh, alors que quand on se situe dans la cession de titres, vous l'avez donc bien compris, dans ce schéma, euh, vous cédez en fait les parts sociales ou les actions de la société qui exploite l'officine. La société, elle conserve son patrimoine, ses contrats, son bail, ses salariés, tout est transféré. Et là aussi, ça a un impact. La différence à bien comprendre, c'est que pour l'acquéreur, quand on achète des titres d'une société, ben, on achète aussi le passif de cette société, potentiellement des dettes, donc potentiellement des contentieux latents, et ça a une conséquence sur la négociation. Et l'acquéreur peut parfois exiger des garanties d'actifs et de passifs. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça en raison du fait qu'il achète une structure qui a un historique. Et là aussi, la fiscalité est différente. Oui, Oui, juste un point. Sur la cession du fonds, il y aura une étape qui va s'appliquer, qui n'est pas une étape à négliger, c'est que vis-à-vis du CROP, donc du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens, il faudra demander de, une autorisation au nom de la société nouvellement créée pour pouvoir exploiter un fonds de pharmaciens. Alors que si on rachète des titres directement d'une société déjà inscrite au tableau de l'ordre et qui détient déjà le fonds avec les autorisations qui vont bien, du coup, on va un peu plus vite. Mais comme le dit François, si on rachète des titres pour l'acquéreur, bon, on rachète aussi le passif éventuellement. Donc, il y a des avantages, des inconvénients, mais de plus en plus, quand même, on voit que les acquéreurs veulent plutôt acheter directement les sociétés et se couvrir, comme le disait François, avec des garanties de passif. ouais, et vraiment la garantie de passif sur le plan juridique, c'est en fait son efficacité dépend complètement de la façon avec laquelle elle est rédigée. Euh, si elle est rédigée et qu'il reste des trous dans la raquette, on peut parfois échapper à cette garantie, mais si elle est bien rédigée, qu'elle est bien voilà, qu'elle est bien stricte dans sa rédaction, ça peut avoir un vrai impact pour vous. Par exemple, dans des contentieux, s'il y a un contentieux latent, on peut vous rattraper post-session pour faire appliquer la garantie. Voilà, donc c'est hyper stratégique.
Euh, Toujours pour comprendre un petit peu cette différence entre cession de fonds de commerce versus cession des titres, cession du fonds, pardon, versus cession des titres de la structure, on a fait un tableau récapitulatif pour y voir un peu plus clair aussi. Alors, donc vous avez bien compris, je pense, sur l'objet de la cession. Celui-ci est différent selon qu'on cède le fonds ou les titres, puisque quand on cède le fonds, on va céder tout ce qui est les éléments corporels et incorporels qui composent l'officine, si je puis dire. On cède en fait un ensemble d'éléments, alors que quand on se situe dans une cession de titres, on va céder les parts sociales ou actions de la structure d'exploitation. Bon, ça, je pense que vous avez compris. Il y a une différence en termes de droit d'enregistrement, on l'évoquait, puisque quand on cède le fonds, on va appliquer des droits d'enregistrement, c'est-à-dire des droits payés à l'administration fiscale, qui représentent 3 à 5% du prix après abattement, alors que quand on se situe dans une cession de titres, alors si vous cédez des parts sociales, vous allez céder, et les droits d'enregistrement applicables sont de 3% du prix. Alors que si vous cédez des actions, c'est une subtilité, hein, les droits d'enregistrement ne sont que de 0,1%. Faudrait juste expliquer peut-être François. Oui, On va parler de part sociale lorsque vous allez avoir une officine qui va être détenue par une SARL ou une CELARL ou une SNC. Bon, on en voit de moins en moins quand même des hmm, SNC, enfin, des sociétés en nom collectif. Et on va parler d'actions lorsqu'il va s'agir de CELAS, de société d'exercice libéral, par action simplifiée. c'est Voilà. ça. Dans le langage courant, malheureusement, on utilise part ou action de façon indifférente, mais ça a une vraie conséquence sur les droits d'enregistrement. Nous, on préfère parler globalement de titres pour pas voilà, pour regrouper les deux. Sur la reprise du passif, alors on l'a évoqué un petit peu à l'instant. Si on cède un fonds de commerce, en principe, le passif n'est pas repris. Alors, pas repris, il y a des exceptions particulières. Alors que par contre, quand on cède des titres, le passif demeure complètement dans la structure qu'on cède, et il est donc entièrement repris par l'acquéreur, qui va vouloir se couvrir, comme on l'expliquait. C'est une différence fondamentale. Ce qui implique que, en termes de garantie, les garanties soient extrêmement lourdes quand on vend les titres de sa structure. Les garanties qui s'appliquent à vous, hein, que l'acquéreur va demander, sont bien plus lourdes dans ce cas où on cède les titres que dans le cas où on cède le fonds de commerce. Puisque quand on cède le fonds de commerce, on a simplement les garanties légales et éventuellement des garanties que l'acquéreur souhaiterait en plus, mais on reste sur du classique. Alors en termes de fiscalité, Bilal, je te laisse expliquer. Oui, lorsqu'on vend un fonds de commerce, alors, via sa société, on va appliquer ce qu'on appelle une plus-value, qui peut être une plus-value professionnelle ou en tout cas une plus-value de cession. En général, cette plus-value va être soumise à l'impôt sur les sociétés, sauf cas exceptionnel où le fonds est détenu par une société à l'IR. On n'en voit quasiment plus également. Et donc, du coup, cette plus-value va être soumise à l'impôt sur les sociétés qui peut monter jusqu'à 25%. Alors, lorsque l'on vend les titres de société, on a différents cas de figure. On va déjà appliquer euh, le cas de figure de la plus-value de cession de titres personnels. Donc, on va avoir une fiscalité, on va dire, directe à l'égard du vendeur. Alors que si on vend le fonds, ça va être la société qui va être fiscalisée. Et ensuite, si on distribue ces fonds entre les mains du pharmacien, on va avoir l'application d'un autre impôt qu'on appelle le PFU, qui est aujourd'hui à 31,4%. Euh, il y a une variante, comme le disait François, pour la cession de titres. Si maintenant je suis pharmacien, je ne détiens pas directement la société d'exploitation, mais je la détiens via une holding, du coup, c'est la holding qui est censée payer la plus-value de cession. Mais juste pour votre information, il faut savoir que cette plus-value, elle est exonérée. C'est-à-dire que la holding, elle est exonérée de la plus-value parce que on considère que les titres détenus sont qualifiés de titres de participation. Et donc, imaginons que la plus-value est d'1 million d'euros, on va être exonéré, sauf, au niveau de la holding, hein, sauf pour 12%
de cette plus-value qui va être réintégrée dans la holding et sur laquelle on va appliquer l'impôt sur les sociétés. Donc, imaginons 1 million d'euros de plus-value qui va être enregistré au niveau de la holding du fait de la cession de la société d'exploitation. On va l'exonérer, ce million d'euros, on va juste réintégrer 12%, donc ça fait 120 000 euros. Et sur ces 120 000 euros au niveau de la holding, on va appliquer l'impôt sur les sociétés, donc 25% de 120 000 euros. 40 000 euros du coup d'impôt sur les sociétés pour une cession à plus d'1 million d'euros. Donc ça, c'est si on peut qualifier en titre de participation, ce qui est le cas dans la majeure partie des cas, euh, des cessions, enfin les titres détenus par la holding, enfin, les titres, pardon, que la holding détient euh, dans son actif. Alors, Voilà. en termes de complexité, lequel est plus complexe? Nous, on a mis ici que le formalisme était plus lourd pour les sessions de fonds de commerce. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple comme opération, nécessairement. En fait, quand vous, tout au long du processus, va y avoir des contrats qui seront signés, vous l'avez vu, et en fait, la négociation peut être plus ou moins longue. C'est pas parce qu'on choisit un mode de cession fonds de commerce plutôt qu'une cession de titre que c'est nécessairement une opération plus rapide, mais en tout cas, le formalisme juridique est, c'est vrai, plus lourd côté cession de fonds de commerce. Vous avez également alors, comme je vous l'ai dit, on va se battre sur la garantie dans la partie cession de titre, puisqu'il faut déterminer qu'est-ce qu'elle recouvre, comment on l'active, etc. Comment on l'active, est-ce qu'il y a des séquestres, etc. Donc, il y a vraiment une grosse partie de négociation là-dessus, mais dans les deux cas, en réalité, c'est des opérations quand même assez lourdes juridiquement, avec des formalités légales et fiscales à réaliser. Ce qui me permet de faire une transition vers les étapes clés. Donc on en parlait un petit peu en termes de d'actes juridiques. Vous avez donc d'abord vous allez avoir le protocole d'accord, on en a parlé, qui va fixer en fait le cadre général, notamment le prix qui est envisagé, les conditions suspensives, les autorisations à avoir, notamment auprès de l'ordre, mais aussi le calendrier prévisionnel de l'opération. C'est en fait le pré-contrat qui va être largement repris, réitéré lorsqu'il s'agira de signer l'acte de cession définitive. Et c'est évidemment dans ces deux contrats qu'on va bien entendu matérialiser le choix qui a été fait, la stratégie qui a été faite de céder le fonds versus de céder les titres. Dans l'acte définitif, on va réitérer donc ce qui a été mis dans l'avant-contrat. On va en fait le rendre efficace juridiquement. Et c'est aussi dans cet acte définitif, mais en réalité dès le protocole d'accord, qu'on aura la garantie d'actifs et de passifs qu'on évoquait avec les plafonds, la franchise de seuil, la durée, etc. Donc c'est globalement c'est les paramètres juridiques les plus importants. Quand même, pour que vous vous rendiez compte, le calendrier à prévoir. Alors nous on a mis 6 à 8 mois. Il faut au moins ça, c'est vrai, puisque vous avez une autorisation à demander auprès du Conseil de l'Ordre, potentiellement l'ARS selon les cas, quand on est dans des situations particulières. La rédaction des actes est peut-être plus ou moins complexe, ça dépend aussi de comment se passe la négociation, de si l'avocat ou le conseil de l'acquéreur est retort. Ça peut être assez fluide, hein, surtout si on a bien préparé le projet, qu'on sait. En fait, on va se mettre d'accord pour l'essentiel au moment du pré-contrat, de la lettre d'intention, de peu importe le terme, mais au moment de cet acte initial, si on se met bien d'accord, s'il est bien rédigé, qu'on a évoqué toutes les questions, le reste va suivre. Il n'est plus question après que de lever, de purger les conditions suspensives. Vous avez François, également, oui, je fais juste une parenthèse, hein, je t'en pardon. prie. On a deux questions on a deux Ah, questions. Je vais juste les traiter, après je te laisse continuer. je t'en prie. Alors, pour changer le statut de la société, pardon, il faut combien de temps et combien cela coûte? Alors, j'imagine que l'on parle de transformation. Imaginons transformer une cellar en cellas. Alors, combien de temps ça prend? En général, ça prend, allez, 3 à 4 mois parce qu'il faut l'intervention de l'ordre.
Et combien ça coûte? Il faut prendre en compte qu'il y a le commissaire à la transformation qui intervient, c'est un expert comptable qui intervient, qui n'est pas votre expert comptable, mais un expert comptable extérieur. La deuxième chose, c'est les honoraires de vos avocats. En général, tout compris avec les frais, etc. C'est 3 500 € à peu près. Il faut compter à peu près 3 500 €. Il y a les frais de journal d'annonce légale, il y a les frais de greffe, plus le commissaire à la transformation, plus les honoraires des avocats qui vont rédiger tous les actes. À peu près, hein. C'est une moyenne. Ensuite, on a une deuxième question. Et si le vendeur vend une CELARL sans holding, euh, le traitement de la plus-value. Alors, pour la plus-value, quand on détient directement la CELARL, vous avez deux possibilités. Soit votre CELARL, elle date d'avant le 1er janvier 2018. Dans ce cas-là, du coup, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soumettre votre plus-value au barème progressif de l'impôt sur le revenu qui peut monter jusqu'à 45%. Mais en contrepartie, vous avez un gros abattement qui peut monter jusqu'à 85% lorsqu'on a une détention supérieure à 8 ans de la CEL. Donc, il faut faire la comparaison avec l'autre possibilité, qui est l'application du prélèvement forfaitaire unique, le PFU, à 31,4% aujourd'hui, et qui s'applique sur l'entièreté de la plus-value. Il n'y a pas d'abattement. Pour les celles qui ont été créées après le 1er janvier 2018, il n'y a plus possibilité d'appliquer le barème progressif de l'IR et donc l'abattement. On est obligé d'appliquer seulement le PFU à 31,4% sur la plus-value. Voilà. Ça Donc permet voilà, de... je te laisse reprendre, euh, François. ben, je t'en prie. Alors, est-ce que Bilal, en termes de temps, on parle un petit peu de la valorisation? Je pense que c'est important Oui, quand même. oui, oui, on va parler. Là. Je vais reprendre sur la valo. Du coup, François vous a parlé sur la manière de céder la structure, sur les possibilités que cela peut offrir, notamment en termes de juridique, si on vend le fonds, si on vend la société d'exploitation ou si on vend la holding. Mais avant de faire tout cela, en général, il faut réaliser une valorisation de son officine. Cette valorisation, il faut la faire de son côté, même si on est côté vendeur. Ça permet bien évidemment de pouvoir rentrer dans la négociation avec des éléments et des arguments. Euh, Dans le cadre notamment, si vous voulez, d'une négociation qui serait âpre. Euh, Actuellement, quand même, on a beaucoup de possibilités en termes de valorisation. Là, j'en ai gardé trois avec François, trois types de valorisation, trois indicateurs. Alors, le premier indicateur, c'est l'excédent brut d'exploitation. C'est une méthode qui est très utilisée sur les marchés, qui repose essentiellement pour le faire rapidement, sur le résultat d'exploitation et on retraite ça avec la rémunération du gérant plus ses cotisations sociales. On rajoute ça au résultat d'exploitation et bon, de manière assez synthétique, on va dire que c'est ça. Mais il y a d'autres éléments, bien évidemment, qu'il faut prendre en compte pour calculer le BE. Le BE, de toute façon, il se retrouve directement dans votre bilan, il est déjà calculé, donc voilà. Il va se situer, donc, si on valorise via le BE, on va se situer en général pour la valorisation d'officine, entre 6 fois et 9 fois la valeur de l'EBE. Voilà. Par exemple, le BE, s'il a 200 000 euros, le BE retraité, on peut monter jusqu'à 1,2 million d'euros, voire 1,8 million d'euros de valorisation. Donc ça, c'est une façon de valoriser. On a une seconde méthode de valorisation. Cette seconde méthode, elle repose sur le chiffre d'affaires. Ça a été une méthode qui a été très, très utilisée il y a une dizaine d'années, euh, mais qui perd un peu d'intérêt aujourd'hui, puisque le chiffre d'affaires ne dit pas tout, notamment il ne dit pas tout sur la marge de la structure. Alors la troisième méthode, c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée, qui vient même concurrencer les deux premières méthodes, pour pas dire les supplanter. Ça va être la méthode de la marge brute.
Donc, c'est une valorisation qui va être basée sur un multiple de la marge brute qui correspond tout simplement à la différence entre le CA et les achats de marchandises. Et ça nous permet vraiment de faire une comparaison des officines et des différentes structures. Voilà. Alors, je crois qu'on a des questions juste rapidement. Hop, cas particulier d'une cession avec disparition de la licence. Alors, cas très très particulier, dans ce cas-là, là, il va falloir faire une valorisation sans licence et il faut faire un cas par cas en regardant le bilan et ce qu'on peut en tirer. Parce que là, c'est vraiment un cas très très particulier. Je ne peux pas vous dire comment on peut faire pour valoriser une telle structure. Il faut vraiment prendre en considération euh, ce point particulier. Alors, méthode du CA, ACES ou sans les produits chers? ACES? Je ne sais pas ce que ça veut dire ACES. Alors, la méthode du CA, elle comprend tout, c'est-à-dire autant les produits médicaux et la para. Donc, le chiffre d'affaires, on va le prendre, ah oui, d'accord, avec ou sans les produits chers. On va prendre tout en compte, même les produits chers, notamment, je sais que les médicaments, par exemple, pour le cancer, sont extrêmement chers, mais on le prend en considération, on ne discrimine pas forcément, dans le cas du chiffre d'affaires, ce genre de choses. Euh, Là où on va discriminer, c'est vraiment sur des points particuliers comme la géographie. Mais là, pour discriminer ensuite sur le type de produit, ça va être très, très compliqué. Et en plus, je pense pas que ça change complètement la place de la valorisation. Donc, je reprends. Sur la valorisation de l'EBE, ça va dépendre, là, je le disais à l'instant, hein, la valorisation de l'EBE va dépendre énormément, la valorisation, pardon, par l'EBE va dépendre énormément de la zone géographique, de l'environnement concurrentiel, du profil de l'officine. Est-ce que vous êtes dans un centre commercial? Est-ce que vous êtes plutôt dans une officine de ville, de centre-ville? Est-ce que vous êtes dans une officine en zone rurale? La qualité de l'emplacement, bien évidemment, elle va avoir un impact énorme sur la valeur qu'on pourra donner à votre structure. Et puis les perspectives de développement. Récemment, on a fait une session d'officine avec François. Bon, l'officine, elle était en décrépitude, on va dire avancée, et parce que le gérant était gravement malade et n'était plus en capacité vraiment de gérer sa structure. Il l'a cédé juste avant de partir à la retraite. Et donc, du coup, il fallait refaire énormément de choses et ça a un impact, bien évidemment, sur la valorisation. Alors, la valorisation du chiffre d'affaires a énormément de limites, je le disais tout à l'heure, parce qu'il ne prend pas en considération les investissements déjà réalisés dans la structure et les investissements que l'on va devoir réaliser également. Ça ne prend pas en considération les charges d'exploitation. Vous pouvez avoir des chiffres d'affaires extrêmement importants, et on le voit tous les jours avec François, des chiffres d'affaires à 4, 5, 6 millions d'euros, mais ensuite des bénéfices extrêmement réduits parce qu'il y a une gestion des charges qui est pas optimisée, on va dire. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est vraiment la rentabilité réelle de la structure, plus que le chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires nous donne des éléments importants. Euh, Ce qui va ici vraiment être important, ça va être la valorisation, selon nous, avec la marge brute, car de plus en plus, elle est utilisée, hein, cette marge brute comme critère pour valoriser une officine. Elle permet de prendre en considération le chiffre d'affaires, puisqu'on en a besoin pour déterminer la marge brute, la composition du chiffre d'affaires, les conditions d'achat, les charges nécessaires à l'activité. Bref, on va avoir plus d'éléments avec la marge brute. Et nous, de toute façon, lorsqu'on fait la valorisation, on ne prend pas qu'un seul critère. En réalité, on va prendre le critère de la marge brute, mais pas que. On va prendre également en compte le BE, voire le chiffre d'affaires. Et puis, on va mixer ça avec d'autres On critères, comme pondère. le critère de la géographie. Ça permet vraiment de pondérer, pour le coup, le, le, la valorisation. Et puis, bon, dans tous les cas, hein, ces critères-là, on les prend en compte. Si on est côté vendeur, on, on va disons, les maximiser, bien évidemment, puisqu'on représente le vendeur. Dans le cas d'une négociation, on va les maximiser. Si on est côté acheteur, bon,
Donc forcément, on voit les choses de manière beaucoup plus négative et on voit les choses qui ne vont pas dans la structure. Voilà. Après, c'est le jeu de la négociation. Mais quoi qu'il en soit, il faut arriver avec des billes, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec une vraie étude écrite sur laquelle on pourra se reposer dans le cadre de la négo. Alors, j'ai une question. Bonjour. En cas de vente du fonds d'une CELARL créée il y a plus de 20 ans, quel est l'abattement fiscal sans départ à la retraite à court terme plus de 2 ans? D'accord. Donc, c'est une question extrêmement précise. Et je vais donner une réponse à peu près générale, parce qu'il faudrait faire une étude, mais pour vous donner le cas de figure là, pour une CELARL, donc elle a été créée il y a plus de 20 ans, ça veut dire que vous pouvez choisir entre deux possibilités, soit vous appliquez le PFU, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la plus-value entière à 31,4%, soit vous appliquez le barème progressif. Normalement, les critères devraient être remplis et l'abattement qui pourrait s'appliquer, c'est 85% sur l'impôt sur le revenu. 85% sur l'impôt sur le revenu. Et après, il y a les 17,2, maintenant c'est passé à 18,6% de prélèvements sociaux. Voilà. Donc vous avez un abattement qui peut aller dans ce cas de figure à 85% sur la plus-value euh, considé- concernant l'impôt sur le revenu. Et ensuite, vous rajoutez à ça les 18,6% pour les prélèvements sociaux. Voilà. Alors, pour le pharmacien cédant, du coup, on a une fiscalité qui s'applique avec des régimes d'exonération qui peuvent s'appliquer. Je viens de parler là notamment de l'abattement, mais il y a aussi des régimes spéciaux, on va dire le régime pour départ à la retraite. On a aussi d'autres régimes liés au chiffre d'affaires de la structure. On a tout un tas de régimes qui peuvent s'appliquer avec des abattements spécifiques. Et pour l'acheteur, lui, il va avoir à réfléchir au droit d'enregistrement. Alors, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des transformations pré-cession, c'est-à-dire que pour arranger l'acquéreur, vu les montants des cessions, le vendeur transforme la CELARL en CELAS, ce qui permet à l'acheteur de payer des droits d'enregistrement 0,1%. Il faut éviter de le faire notamment de manière contemporaine à la cession, parce que ça peut être requalifié en abus de droit fiscal. Parce que, là, vraiment, si on fait une transformation en janvier, je vends en février, l'administration fiscale va arriver au mois de mars. Pour vous dire pourquoi il y a eu une transformation, nous, on a une trou dans la raquette de 150 000 euros de droits d'enregistrement. Voilà. C'est pas hyper malin de le faire comme ça, en fait. Voilà pour les enjeux fiscaux. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails des principales exonérations fiscales. Vous avez cela, il y a des conditions en plus à remplir, mais en tout cas, faut avoir en tête qu'il existe des possibilités en termes d'exonération fiscale, en plus des abattements, etc. Et il faut les noter pour le jour où il y a une session qui pourrait avoir. Alors après, il y a les enjeux patrimoniaux. Il y a tout d'abord les remplois du prix de cession. Donc ça, c'est pas notre travail. Ça va être plutôt l'agent de la médicale qui pourra vous accompagner là-dessus, notamment sur les placements qui pourraient être faits, sur les investissements qui pourraient être faits en assurance vie ou autre, des contrats de capitalisation, tout ce genre de choses, et qui pourront vous permettre également de préparer votre retraite afin de les articuler avec votre régime de retraite spécifique. Il peut y avoir aussi des investissements dans l'immobilier. Il faut prendre en considération, bien évidemment, toujours le régime matrimonial dans lequel vous êtes, parce que bien, ça sera pas, il n'y aura pas le même impact si vous êtes en séparation de biens ou si vous êtes en communauté de biens, notamment en cas de divorce en cours. Il y a, et il faut y réfléchir de plus en plus, la mise en place des holdings patrimoniales, c'est-à-dire du rachat avant une cession de votre propre CELAR ou CELAS via une holding pour déjà faire un premier contrat de capitalisation. Et puis ensuite, le jour où vous revendez votre structure d'exploitation dans 5, 7, 8 ans, vous revendez votre structure d'exploitation, ça a des avantages fiscaux
pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, une pharmacie qui fait 2, 3, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle est censée avoir déjà une société pour son exploitation. Et ensuite, en général, une holding patrimoniale, c'est à peu près la base aujourd'hui lorsque on est à la tête d'une officine. Et puis, on aura des questions de transmission et de donation parce que quand vous avez remonté cet argent-là, notamment dans une holding, vous pouvez le réinvestir effectivement dans des contrats de capitalisation, etc. Mais vous pouvez aussi préparer une donation ou une succession via cette holding. Je ne vais pas rentrer aussi dans les détails tout de suite, mais en tout cas, il faut avoir en tête que quand vous cédez votre structure d'exploitation, vous avez des autres possibilités de remploi, vous avez des possibilités de mettre en place une holding patrimoniale en amont, vous avez des possibilités de faciliter la tâche, la tâche de la transmission. Bref, vous avez toutes sortes de possibilités et c'est notamment là pour des questions de remploi que va intervenir plutôt la médicale, parce que nous, notre compétence s'arrête au juridique et à la fiscalité. Alors justement, sur cet aspect, on a sur l'aspect épargne, euh, Nadège, vous souhaitiez peut-être expliciter certains éléments. Et merci. Comme vous venez de le montrer, les enjeux patrimoniaux, ils sont forts à cette étape clé, mais pas seulement. Parce que, comme vous le savez, nos agents accompagnent nos professionnels de santé en réalité tout au long de leur vie professionnelle, sur les aspects, on l'a dit, privés et professionnels. Et donc, de la même manière que ce que vous avez abordé ici, la stratégie patrimoniale, elle peut être mise en place très en amont de la session, idéalement en amont de la session. Évidemment, elle sera revue, ajustée, complétée au moment de la session et ici en lien avec les experts qui vous accompagnent dans ces opérations. On l'a vu, il s'agira de l'expert comptable, des avocats fiscalistes éventuellement, du notaire quand on sera sur les sujets de bilan patrimoniaux évoqués. Et d'un point de vue mise en œuvre de solutions qui l'auront été préalablement ou qui le seront au moment ou après la session, on les a également rapidement évoquées, mais elles sont à étudier avec votre agent général. Il s'agit des solutions retraite de type PER, de l'assurance vie qui sert à la fois à valoriser un patrimoine, à le constituer, à le transmettre, mais aussi aujourd'hui de plus en plus à créer du revenu complémentaire avec des avantages fiscaux sur les intérêts retirés du contrat intéressant. Et puis on l'a évoqué, vous l'avez évoqué aussi rapidement, le contrat de capitalisation qui présente de grands intérêts, tant pour le placement de trésorerie ou d'un capital d'une personne morale, si création de holding, de SCI il y a eu, mais aussi dans le cadre de la transmission en complément de l'assurance vie. Donc voilà, ici ce sont les solutions que peuvent mettre en œuvre avec vous vos agents généraux et qui le seront dans le cadre d'une étude et d'un conseil, je dirais 360 degrés via la réalisation de bilans patrimoniaux préalables et post-session et des solutions qui seront à chaque fois adaptées au fil du temps à l'évolution de vos projets et de votre situation patrimoniale. C'est très important ce suivi et je dirais cette revue dans le temps de l'évolution de votre structure professionnelle, mais de la structure de familiale, des objectifs en fonction de l'âge. On le sait, on a des étapes clés au-delà de la session. Ça va être l'âge de 70 ans, par exemple, tant sur le père et l'assurance vie. C'est à tous ces moments clés et plus particulièrement au moment de la session, mais encore une fois, bien avant et bien après, que la médicale vous propose la mise en relation et avec les experts si nécessaire et surtout, c'est leur conseil et leur accompagnement. Et merci. Alors, donc vous l'avez vu, il y a des aspects patrimoniaux, des aspects juridiques. On est à votre disposition pour répondre à vos questions, vos interrogations. Si vous souhaitez aussi également un peu plus aller plus loin
qu'on regarde votre cas personnel. Normalement, vous avez eu à la demi-heure un message comprenant les modalités pour nous joindre. Je crois qu'il sera aussi posté en fin de webinar. Peut-être est-ce que vous aviez quelques questions? Alors, on a déjà répondu à quelques questions un peu comme ça, très précises par ailleurs, des questions déjà très précises. C'est vrai que les avocats ont tendance plutôt à vous dire ah bah il faut que je me penche sur la question. Nous, on essaie dans une certaine mesure de vous répondre, mais c'est vrai que parfois il faut qu'on aille un peu plus loin, qu'on regarde certains documents, voilà. Mais n'hésitez pas si déjà vous avez quelques questions un peu d'ordre général, on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Alors, il y a une question. Création d'officine en 1999 avec une EURL, j'imagine, à l'IR. Peut-on bénéficier de l'abattement renforcé ou étant assujetti uniquement à la fiscalité des PV professionnels? Alors, si vous, j'imagine que là, on parle d'une cession de la SARL, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'abattement renforcé. Euh, François, tu es là? Tu Oui. vois? Ah, ok. J'avais l'impression que ça avait pris. Je disais donc que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'abattement renforcé. Et en plus, lorsque c'est une EURL, donc une structure à l'IR, il faut appliquer ce qu'on appelle la jurisprudence Kemener. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un recalcul des plus-values à faire pour savoir comment la plus-value va être calculée dans le cadre de la session. Dans le cas, il n'y a pas d'application de l'abattement renforcé dont je parlais tout à l'heure. J'en profite également pour indiquer que dans certaines opérations, si vous êtes cédant ou même si vous êtes acquéreur, dans certaines opérations, euh, bah là, une des parties a déjà ses conseils juridiques. N'hésitez pas à prendre le vôtre, c'est très fortement recommandé parce que même si le conseil juridique peut techniquement, il pourrait aussi œuvrer pour les deux. C'est bien quand même d'avoir son propre conseil pour avoir un point pour s'assurer qu'on ait les bons points de négociation. Voilà, c'est juste un rappel. Alors j'ai vu passer dans le chat de Non, l'activité. c'est Ok. bon, Alors, les questions de fiscalité aussi, j'en profite aussi pour dire que euh, il faut regarder non seulement votre situation professionnelle, les caractéristiques de votre structure, quand est-ce qu'elle a été créée, etc., sa forme juridique, mais également votre situation personnelle. Ça a un fort impact, notamment dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Voilà, les deux aspects sont liés. j'ai une nouvelle question, c'est EURL à l'IS. Là, on peut avoir l'abattement de 85%. Oui, si elle a été créée avant le 1er janvier 2018. Vous êtes propriétaire de la structure depuis avant le 1er janvier 2018. Pourquoi le cédant doit-il anticiper sa stratégie patrimoniale longtemps avant la vente? Quel délai conseiller? Alors, la stratégie patrimoniale, ah, sur l'aspect juridique, je vais parler moi plutôt de l'aspect juridique. Sur l'aspect patrimonial pur, ça sera plutôt à la médicale d'y répondre. Mais en fait, lorsque on veut faire une vente d'officine, déjà la première chose, comme le disait François pendant le webinaire, il y a un délai extrêmement important lié aux obligations légales et administratives. Il y a la promesse, etc., à mettre en place. C'est à peu près un an, voire plus, une session de fonds. Ensuite, la stratégie patrimoniale, elle a aussi pour but de dégager de l'argent en amont via ce qu'on appelle un OBO, c'est l'objet d'un précédent webinaire. Et dans ce cadre-là, en gros, vous avez votre société, vous créez votre holding et vous revendez vous-même cette société à votre holding. Et là, vous encaissez de l'argent
tout de suite. Donc là, vous allez pouvoir le réinvestir, mais pendant 7 ans, 10 ans, c'est la durée de l'emprunt qui est supportée par le holding, vous devez continuer votre activité. Donc, si vous avez fait ça juste un an avant votre retraite, ça va pas être possible puisqu'il faut le temps de rembourser l'emprunt au niveau de la holding. Donc, il faut l'anticiper au moins 7 ans, 8 ans, 10 ans en amont. Ensuite, si vous voulez partir à la retraite et céder votre activité, il faut déjà avoir en tête euh, dans quoi réinvestir ces sommes-là et là, vous rapprocher directement de votre agent général pour qu'il puisse vous indiquer ce qui pourrait être fait par la suite. Voilà. Ensuite, bonsoir, y a-t-il aussi une exonération si départ à la retraite? Oui, il y a une exonération pour le départ à la retraite. Alors, tout à l'heure, on n'est pas rentré dans le détail parce qu'il existe des exonérations à chaque fois pour des cas particuliers, mais oui, il existe une exonération. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais c'est un abattement fixe. Donc, c'est pas un abattement proportionnel, mais c'est un abattement fixe. Voilà. Il y a certaines conditions à remplir, mais voilà. Il y a effectivement une possibilité. Alors, je n'ai pas bien compris l'avantage de vendre des parts de SARL directement ou au travers de la holding. Alors, si vous vendez des parts de Cellarl directement, c'est-à-dire que vous détenez la Cellarl directement, ce qui va se passer, c'est que vous allez être imposé, vous directement, à la plus-value. Donc, ce que j'explique en gros, c'est que euh, vous avez deux façons d'être imposé. Donc, si vous détenez votre Cellarl depuis avant le 1er janvier 2018, vous pouvez bénéficier effectivement d'un abattement qui peut aller jusqu'à 85% d'un côté, ou bien être soumis au PFU, c'est-à-dire 31,4% sur votre plus-value. Donc ça, c'est un type de fiscalité. Maintenant, si vous avez une holding, la holding, elle détient la CELARL. En fait, la plus-value de cession réalisée par la holding, c'est elle qui détient la CELARL, va être exonérée parce qu'on qualifie les titres détenus par la holding de titres de participation. Et donc, le régime fiscal qui s'applique au titre de participation, c'est celui de l'exonération fiscale. Et donc, vous avez, par exemple, pour 1 million d'euros, ce que je disais tout à l'heure, de plus-value, vous allez avoir une exonération, sauf pour une quote-part de 12%. Donc, il y a 12% de ces 1 million d'euros qui vont être réintégrés dans le résultat de la holding et qui vont être soumis à l'impôt sur les sociétés, donc à 25%. Donc, en gros, sur 1 million d'euros, vous allez payer 40 000 euros d'impôt sur les sociétés au niveau de votre holding. Donc, ça vous laisse 960 000 euros au niveau de la holding à réinvestir. Par contre, comme je le disais, si vous détenez directement votre CELAR, ben, vous allez être imposé directement à titre personnel, soit sous le régime de l'abattement à 85% avec l'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, soit sous le régime du PFU. Donc, on a deux fiscalités différentes qui vont s'appliquer. Voilà. Alors, les impôts sont bien calculés sur la plus-value et non sur le prix de vente. Oui, ça sera calculé sur la plus-value et pas sur le prix de vente. La plus-value, si vous voulez, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Tout simplement, si vous avez acheté votre Cellarl en 2000 pour 100 000 euros et que vous revendez votre Cellarl en 2026 pour 200 000 euros, la plus-value sera de 100 000 euros, tout simplement. Donc 200 000 moins 100 000. Et après, s'applique sur ces 100 000 euros les abattements éventuels pour détention, etc. Voilà. Alors évidemment, tout ça se calcule hein, au cas par cas. On intervient très souvent là-dessus puisque vous l'avez vu, les situations et les critères sont Alors, il y tellement a une variés. dernière question, Oui, François, et je pense que ce sera la dernière pour la soirée, il est ouais. 19h59. Il est possible de céder les titres à la holding et vendre au final la CELAR la même année. Alors, ça va être très très compliqué de mettre ça en place, comme je le disais. La holding, elle doit emprunter de l'argent pour pouvoir racheter votre CELAR. Donc, elle va emprunter sur 6 ans, 7 ans, 8 ans.
Donc, pour pouvoir rembourser cette somme, il faut qu'elle fasse remonter du dividende de la CELARL vers elle. Donc, vous ne pourrez pas la même année revendre les titres de la SEL. Ça sera impossible puisque vous devez rembourser le crédit qui aura été fait au niveau de la holding. Juridiquement, c'est possible, hein, il n'y a rien qui l'empêche, mais financièrement, ça ne sera pas possible. Voilà. Voilà, je crois on arrive à l'heure. Euh, je pense donc on peut clôturer le webinaire là-dessus. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est aussi l'intérêt. Vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de problème. En tout cas, on vous remercie tous Oui, et merci merci pour beaucoup. les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.